Notre invité, Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez Bourdin. suivi, j'imagine, le discours d'Emmanuel Macron hier dans la cour de la préfecture de police pour lutter contre l'hydre islamiste. Hydre islamiste, ce sont les mots du président de la République. Il demande à chaque citoyen de repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les valeurs de la République. Il a raison ? Bien sûr qu'il faut être vigilant. Mais la protection des Français, c'est pas l'opération locale, municipale, voisin vigilant. C'est pas possible. C'est à l'État d'assumer d'abord sa responsabilité. Or, le problème, et on l'a bien vu dans cette affaire, c'est qu'il y a non seulement des trous dans la raquette, mais enfin, il y a de quoi faire passer du monde à travers ces trous. Donc, c'est d'abord à l'État d'assumer. Et puis, de l'autre côté, et je vais vous donner deux exemples qui montrent que d'ailleurs, cette situation, elle me semble pas prise en compte, ne serait-ce que déjà intellectuellement, ce combat contre l'islamisme par ce gouvernement. Le gouvernement, par exemple, a accepté des listes communautaristes en France aux élections européennes. Monsieur Castaner nous dit on va être très ferme, mais il a accepté aux élections européennes des listes communautaristes. Moi je l'ai vu, vous avez rappelé que j'étais député du Nord à Maubeuge, où il y a eu 6% pour une liste communautariste. Ce n'est pas acceptable. Madame Maracineanu, la ministre des Sports, elle refuse de venir devant la commission parlementaire qui travaille sur la radicalisation dans les services publics. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas pris la mesure. Ça, c'est sur, le rôle de l'État. Prendre déjà la mesure, prendre la pleine conscience de cette guerre. Et puis de l'autre côté, comment voulez-vous qu'on dise à des gens lambda dans la rue, écoutez, dites-nous s'il y a un signal faible, c'est-à-dire un comportement bizarre, etc. Mais c'est faisable ? C'est faisable de dire aux gens... vigilance. Vous appelez vous aussi à la vigilance ? Bien sûr qu'il faut toujours être vigilant. Mais de l'autre côté, il faut arrêter de dire aux gens, alors vous êtes des islamophobes. Alors vous avez dit, attendez, il y a un voisin qui a un comportement particulier, qui revêt un costume particulier. Alors vous êtes islamophobe, parce que c'est ce qu'on entend quand même du matin au soir. C'est d'ailleurs ce pourquoi parfois des intellectuels sont peut-être même poursuivis demain devant des tribunaux. Donc je crois que ce n'est pas la vigilance du citoyen qui règle les sur choses. Les propos d'Éric Zemmour. Ce n'est pas la vigilance du citoyen qui règle les choses. Elle est nécessaire. C'est à l'État d'assumer la sécurité des Français. Le compte n'y est pas. Bien. Un collègue de travail qui refuse de serrer la main. Vous avez un collègue de travail qui refuse de serrer la main d'une femme. Vous faites quoi ? Que faites-vous ? Je pense que c'est une atteinte à la laïcité, un code de laïcité. Donc je pense que c'est une information qu'il faut faire remonter. Mais là encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas cette culture, cette pression, cette chape de plomb qui fait que des chefs de service n'iront pas plus loin parce qu'ils vont se dire on va être montré du doigt, on va être montré comme islamophobe. Alors évidemment cela ne sert à rien. Appel à la délation, dit le président de la Ligue des droits de l'homme. J'ai entendu. Mais je vous donne un exemple. Laurence Vichnievsky. La juge, qui est députée MoDem, hier disait un signal faible, ça doit être par exemple le fait qu'une personne se convertisse à la religion musulmane. C'est un signal faible. Dites donc, si moi j'avais dit ça, j'avais dit que simplement la conversion à la religion musulmane devrait être considérée comme un signal faible. Dénoncer la conversion à la religion musulmane. La proposition qu'a fait hier en commission Madame Vichnievsky. Donc ça veut dire que les choses sont un peu plus complexes que ça, mais que c'est vraiment à l'État d'assumer ses missions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, pardon, je vous coupe, Sébastien Chenu, d'installer un climat de délation à l'égard des musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi? Non, je crois pas, parce que d'ailleurs, je pense que nos compatriotes de confession musulmane sont très demandeurs de ne pas être associés à ces comportements qui atteignent la laïcité dans notre pays. Moi, je crois que lorsqu'on veut protéger les Français, il faut se donner des moyens. Il faut se donner une volonté politique. Mais là, on a un gouvernement qui n'a pas de volonté politique. Que s'est-il passé en 2 ans? Emmanuel Macron nous avait dit « Je ne vais pas inventer dans la nuit un programme de lutte contre le terrorisme ». D'accord, mais ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Que s'est-il passé? Il y a la lutte contre le terrorisme, pardon, mais elle est quotidienne. Mais elle est quotidienne. Et qui nous Vous ne savez pas d'où, moi non plus. des attentats, évidemment. Mais là, quand même, il y a quand même des manquements très graves. Cet imam salafiste de la mosquée de Gonesse, quand même, pour laquelle il va peut-être y avoir même une manifestation. Salafiste, c'est pas sûr. Hein. Bon, en tous les cas. Vous parlez de quel imam? Le fameux qui devait repartir, qui avait une obligation de quitter le territoire français. Qui a exercé pendant quelques mois. Voilà. Pendant quelques mois. Voilà. Ne confondons pas. Oui. Celui-ci, par exemple. Je vous donne un exemple sur ce qu'est l'autorité de l'État dans notre pays aujourd'hui. Qui n'est plus à la mosquée de Gonesse. On est bien d'accord. Il est toujours en France parce qu'il s'est marié. Parce qu'il s'est marié et qu'il a eu des enfants. Ça doit quand même nous interpeller. Eh bien, ça montre que l'autorité de l'État, elle s'est dissolue dans notre pays. Ça fait 5 ans
que cet individu aurait dû quitter le territoire français. Il est toujours là parce qu'il s'est marié. Écoutez, il y a un problème quand même. À ce moment-là, c'est l'autorité de l'État qui s'effondre. Moi, j'aimerais savoir combien de policiers peuvent encore avoir confiance en leur ministre de l'Intérieur après ce qu'on a pu entendre. Je vais revenir sur la démission demandée de Christophe Castaner. Vous la demandez. Simplement, demain, il y a une manifestation de soutien à Mickaël. Vous avez vu ça ? À Mickaël Harpon, à Gonesse, organisé par un certain Adama Traoré, qui est un peu un candidat autoproclamé des banlieues. Vous demandez évidemment l'interdiction de cette manifestation. Mais parce qu'il en va de l'autorité de l'État. On devrait immédiatement, le préfet devrait immédiatement interdire ce genre de manifestation pour trouble à l'ordre public, parce que c'est une volonté manifeste de provocation que fait ce monsieur Traoré dans un moment qui devrait d'ailleurs être celui de deuil, de respect de la mémoire des gens qui ont été assassinés par cet islamiste. Et là, on a quelqu'un qui vient dire qu'il fait une manifestation de soutien à un assassin. C'est éminemment qualifiable comme trouble à l'ordre public. Cette manifestation n'a rien à voir avec la façon dont nous souhaitons vivre dans notre pays, et le préfet serait bien inspiré d'immédiatement interdire cette manifestation. Bien, vous avez demandé la démission de Christophe Castaner. Moi, je vous pose des questions précises. Est-il responsable, selon vous, du signalement de Mickaël Harpon, du non-signalement de Mickaël Harpon, lorsque ce dernier a justifié la tuerie de Charlie Hebdo en 2015 ? Mais il faut bien un responsable. Quand on est ministre de l'Intérieur, mais on doit assumer... il n'était pas ministre de l'Intérieur en 2015. Ah, d'accord, en 2015, certes, mais il l'est aujourd'hui. Oui. Visiblement, les mailles du filet sont toujours aussi lâches. Mais parce que vous pensez qu'il savait ? Ah bah, mais s'il ne savait pas, mais s'il savait, c'est grave. S'il ne savait pas, c'est très grave aussi, parce que ça veut dire qu'il est très mal renseigné. Il n'y a pas eu de signalement, il ne savait pas. Voilà. Alors si le ministre de l'Intérieur ne sait pas, c'est très ennuyeux. Et s'il le savait, c'est scandaleux. Donc de toute façon, dans les deux cas de figure, Monsieur Castaner, par ses propos, il a altéré la confiance qu'on peut avoir dans la parole publique. Christophe Castaner pouvait savoir quel était le comportement de Mickaël Harpon ? Eh bien, si ces services, je vous pose la question. Si ces services sont bien organisés, c'est une information qui aurait dû remonter au moins à son cabinet. Au moins à son cabinet. Si les services de l'État, dans la lutte contre le terrorisme, étaient bien organisés, le fait d'avoir identifié un type... Aucun signalement écrit, je le rappelle. Bien sûr, un type qui, dans un service, ait des comportements comme ceux qu'on a pu connaître, c'est-à-dire qui se soit félicité de l'attentat de Charlie Hebdo, qui ait eu des comportements visiblement de recul vis-à-vis de la gente féminine. Eh bien, si tout cela n'a pas éveillé un soupçon, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements, mais si ce n'est pas remonté au cabinet du ministre de l'Intérieur à un moment ou à un autre, alors qu'on est au cœur du renseignement français, ça veut dire qu'effectivement, ce ministre n'a pas d'autorité sur son administration, qu'il n'a pas de lien avec son administration. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas à sa place. En 2015, tous les ministres de l'Intérieur auraient dû démissionner, quoi. Si je comprends bien. Ils ont en tous les cas, je termine. Oui. Ils ont en tous les cas tous fait les mêmes politiques. Ils ont donné le sentiment de subir les attentats et non pas de combattre l'islamisme dans notre pays. J'ai un peu l'impression, pardon, je vous provoque, Sébastien Chenu, que demander la démission du ministre de l'Intérieur, c'est votre seule politique. Non, pas du tout. C'est de la politique politicienne. Non, vous savez bien. Est-ce que c'est la priorité, franchement ? Non, d'abord. Mais regardez. Dans la lutte c'est la priorité. Regardez, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Souvenez-vous, François de Rugy démissionne. Allez, je raccourcis pour 2 homards. Christophe Castaner, il y a 4 morts en France à la préfecture de police de Paris, vient nous dire qu'il ne savait pas, qu'il ne savait plus, etc. Non, c'est incomparable. Oui. Et vous avez d'un côté un ministre qui a été démissionné, poussé sous le feu médiatique et qui avait probablement des comportements qui étaient qu'on pouvait juger d'inqualifiables ou de maladroits. Et de l'autre côté, on a des morts sur notre territoire et on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit grosso modo, c'est pas moi qui se défausse sur son administration. Alors, ça ne fait pas tout. Le fait de démissionner... Des enquêtes administratives ont été ouvertes. Et je suis d'accord avec vous. La démission de Christophe Castaner ne réglerait pas tout. Parce que si c'est remplacer un nul par un autre nul, ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut, c'est changer radicalement. Il est nul, Christophe Castaner ? Je pense qu'il nous a démontré l'étendue de cette nullité. Il nous a démontré, il nous a démontré l'étendue de cette nullité depuis qu'il est là. La gestion des Gilets jaunes. Rappelez-vous, ces sorties sur l'hôpital parisien qui aurait été attaqué. Enfin, je veux dire, on a eu des sorties qui étaient régulières du ministre de l'Intérieur, qui ont décrédibilisé son action et qui fait qu'aujourd'hui, je pense même, ses propres troupes, les policiers, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, ne doivent pas être très rassurés de l'avoir à leur tête. Dites-moi, où est le lien entre le drame de la préfecture de police et l'immigration ? Vous voyez un lien ou pas ? Bien sûr. Où est le lien ? L'immigration non contrôlée
Oui. La submersion migratoire amène du communautarisme. Ce communautarisme, ce renfermement sur sa communauté fait le lit du fondamentalisme. On le sait, toutes les analyses l'expliquent. D'ailleurs, Jérôme Fourquet le dit très bien. Martiniquais d'origine, Bien sûr. il est français. Bien sûr. Il est français. Bien sûr, mais je vous parle pas de nationalité. Je vous parle de l'islam politique qui fait son lit dans le communautarisme. Et vous pouvez je vois pas le lien quel est le lien avec l'immigration? Je vous parle pas de la nationalité. Je vous dis que le communautarisme, c'est-à-dire une immigration, une submersion migratoire qui continue dans notre pays, amène des réflexes communautaristes. On le voit bien, toutes les analyses le montrent. Jérôme Fourquet, qui n'est pas au Rassemblement national, explique le nombre de jeunes musulmans qui considèrent que la charia devrait peut-être s'appliquer devant les lois de la République. Eh bien, ce communautarisme, il fait le terreau du fondamentalisme. Un exemple, une grande partie, je n'ai pas le pourcentage en tête, des imams salafistes sont étrangers. Une grande partie des mosquées dites salafistes dans notre pays qui sont toujours ouvertes sont financées par des puissances étrangères. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas ces mosquées? Donc l'État doit intervenir. Mais bien sûr que l'État doit intervenir. L'État doit protéger les Français. L'État doit établir une relation avec les cultes. On est bien d'accord. Bien sûr, mais c'est normal. Donc on doit revoir la loi de 1905. Non, mais une relation avec les cultes, ça ne veut pas dire s'asseoir sur la laïcité. Ça veut dire quoi? Non, mais pourquoi ça veut dire une que relation? L'État doit former les imams. Ah, mais ça, c'est un débat qui mériterait. Alors, quelle est votre position? Moi, je pense que la première chose, c'est empêcher tout financement étranger des mosquées et de la formation des imams. Qui forme les imams dans notre pays? L'État français? Alors l'État français doit avoir son mot à dire dans la formation des imams. Je ne dis pas qu'il doit le financer, je dis qu'il doit avoir son mot à dire. L'État laïque doit s'occuper de la formation des imams. Doit avoir son mot à dire, car il n'est pas acceptable qu'il y ait des financements étrangers, ni des formations, ni des mosquées dans notre pays. Donc on forme les imams. L'État doit participer. Non, je dis qu'il doit avoir son mot à dire. On peut créer une structure. Non, on peut créer une structure dans laquelle l'État soit représenté. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. L'État peut être représenté et doit avoir son mot à dire. Et je crois même que c'est son devoir d'avoir son mot à dire. C'est intéressant. Le débat sur l'immigration, puisqu'on parle d'immigration, franchement, beaucoup de bruit pour rien. Non, pas très peu de députés. Vous étiez ou à l'Assemblée nationale? Oui, j'étais bien entendu. Avec mes collègues du Rassemblement national autour de Marine Le Pen, nous étions là. Il n'y avait pas beaucoup de députés. C'est peut-être même la première chose qui m'a étonné. C'est de me dire que, alors, je peux les comprendre parce que vu les politiques qu'ils mènent depuis des années, que ce soit les Républicains qui ont refusé de voter absolument tout ce que nous avons proposé dans le débat asile-immigration avec Gérard Collomb, ou que ce soit les députés En Marche, qui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique du en même temps, elle trouve ici ses limites. Mais je crois qu'ils sont pas très à l'aise avec ce débat. Mais c'était pas un débat. Bon, d'abord, vous l'avez vu, Marine Le Pen n'a pu obtenir que 5 minutes de temps de parole, généreusement grâce au désistement d'un député écologiste. Mais enfin, c'est tout de même pas très sérieux. Et puis, il n'y avait pas de débat. C'était une succession de monologues. Et puis, la faiblesse totale des propositions. Édouard Philippe a peut-être consenti à dire du bout des lèvres qu'il pourrait se pencher sur une politique des quotas. Absolument ridicule. Vous êtes d'accord d'ailleurs avec la politique de quotas? La politique de quotas, c'est simplement nous dire on va continuer. Peut-être pas au même rythme, mais on va continuer. Bon. Oui, bien parce que vous demandez l'arrêt de l'immigration légale. Non, mais nous demandons... j'ai vu. Oui ou non? Non, vous vous trompez. L'arrêt de l'immigration légale, vous vous trompez. Il y a des immigrations qui sont légales et qui peuvent tout à fait continuer. Je vous parle des étudiants, par exemple. Des étudiants étrangers peuvent arriver et d'autres peuvent sortir. Vous savez, ce sont les vases communicants. Lorsqu'on a terminé son cursus, on repart chez soi doté du savoir qu'on a appris en France. Familial. En tout cas, l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement. Oui, revenir sur le regroupement familial, absolument. Oui. Stopper tout regroupement, interdire tout regroupement familial. C'est un principe qu'on doit avoir. Le regroupement familial ne doit pas être la règle. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il a été élargi. C'est l'inverse de ce qui est fait. Je viens d'un pays d'Europe, pas ailleurs, ou d'un pays, je ne sais pas, mais d'Amérique du Sud, et je ne peux pas faire venir ma femme et mes enfants. Voilà, c'est ça. Surtout lorsque vous êtes sans ressources, surtout lorsque vous êtes. Et si je suis avec ressources. Ah oui, alors si vous cochez toutes les cases, etc., parfaitement assimilé, maîtrisant la langue, maîtrisant la langue, payant des impôts, etc. Effectivement, peut-être qu'on peut se poser la question. C'est le principe inverse que nous voulons établir, c'est le fait que le regroupement familial ne doit plus être autorisé ni élargi comme il l'est parce que c'est une pompe aspirante sans fin. Pas d'immigration économique. Non, mais l'immigration économique, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans ce cas-là de chiffré, elle n'est pas, et d'ailleurs c'est pour ça que les quotas vont faire à Denain vos PME qui ne trouvent pas de main-d'œuvre? Ça c'est une autre... Comment vont-elles faire? Mais monsieur Bourdin, ça c'est un autre problème. Heureusement qu'il y a les immigrés, en situation régulière qui vont occuper les emplois que les Français ne veulent pas occuper. Les Français d'origine, de souche, comme vous dites. Non, monsieur Bourdin, voyez-vous, j'ai un exemple, vous me parlez de Denain, j'ai un
exemple. Oui, monsieur Bourdin. Oui, c'est faux. Eh ben, vous et j'ai un trompez. Exemple à vous donner. Moi, j'ai 10 exemples. Moi, je vais disent vous en le donner un contraire. très précis. Bon, vous me allez-y. parlez de la ville de Denain, un cinéma, qui ne finira jamais d'être construit, a employé visiblement, il y a eu des contrôles, il y a eu des signalements qui ont été faits des personnes de nationalité étrangère ne maîtrisant pas le français, alors que des gens ont proposé leurs services, des ouvriers, des coffreurs ont proposé leurs services. On a proposé, le on étant la société, de les embaucher au noir. Donc voilà le problème, c'est qu'il y a des sociétés qui préfèrent embaucher à bas coût des travailleurs. C'est hors la loi, c'est puni par la loi. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un signalement qui a été fait. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, heureusement, grâce aux immigrés, fonctionnent. Non, mais vous allez nous vendre que effectivement l'immigration est une chance pour la France. Évidemment. Eh bien, moi, je pense une chance économique parfois pour la France. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un travailleur à bas coût n'est pas une chance pour notre pays. Si, la preuve, je viens de vous donner un exemple qui fait qu'on préfère payer des gens au noir moins cher. Moi, je ne parle pas de travail au noir. Je vous parle de travail et d'emploi d'immigrés en situation régulière. Mais vous êtes en train de nous dire qu'en fait les Français cherchent pas de boulot. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais certains, il y a des Français qui ne cherchent pas de boulot. Certains nous qui pouvons ne veulent l'imaginer. Mais nous ne sommes plus dans ces années 80-90 dans lesquelles les gens avaient des pudeurs de gazelle sur certains boulots. Arrivé à 5 h du matin dans de nombreuses entreprises, vous verrez qui travaille. Mais bien sûr, mais vous croyez qu'à Denain où il y a 30% de chômage, les gens ils veulent pas bosser? Vous croyez qu'ils veulent pas aller sur des chantiers et se faire former? Sébastien Chenu, Robert Ménard était catégorique. Lundi matin, Marine Le Pen n'est pas la bonne candidate pour 2022, la présidentielle. Si elle est au second tour, c'est l'assurance de voir Emmanuel Macron élu. C'est ce qu'il affirme. Que lui répondez-vous? Je crois qu'il se trompe. Je crois que Marine Le Pen, elle a un rendez-vous avec les Français en 2022. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle incarne exactement l'inverse d'Emmanuel Macron. La cohérence, la solidité, la stabilité, le fait d'avoir un discours qui fait, je crois, les bonnes analyses depuis longtemps et qui apporte les bonnes réponses. On le voit aujourd'hui dans ces problématiques migratoires qui suscitent d'ailleurs l'adhésion des Français. Je crois que ce parcours politique, parce que la politique c'est aussi un parcours initiatique, se lever, tomber, se relever, eh bien je crois que Marine Le Pen aujourd'hui est prête et qu'elle a rendez-vous avec les Français en 2022. Vous savez ce qu'il dit? Il dit... elle est incapable de réunir et la droite prolétaire et la droite bourgeoise. C'est ce que dit Robert Ménard, qui ne votera jamais pour elle. Oui, mais Robert Ménard, visiblement, ne veut réunir que la droite. Or, moi, je pense que c'est un peu faible de ne vouloir réunir que la droite. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs à Béziers, parce que je crois qu'il réunit, il s'est fait élire contre une liste de droite et qu'il fait ses meilleurs scores dans les quartiers populaires qui, toute leur vie, ont voté communiste. Donc, les choses sont toujours plus compliquées que ça. Les appareils politiques de droite et de gauche sont morts. Aujourd'hui, il faut créer, et Marine Le Pen en est parfaitement capable, c'est ce qu'elle fait, un rassemblement des Français qui viennent et de la droite et de la gauche. Ce face-à-face avec Emmanuel Macron. Mais parce que c'est ce qu'elle veut, mais parce que ce qu'elle propose comme modèle pour notre pays est l'opposé de la déconstruction permanente que propose Emmanuel Macron. L'opposé, Marine Le Pen, elle est effectivement pour garantir l'identité de notre pays, mais aussi son histoire, les efforts des Français, son modèle social. Voilà ce que propose Marine Le Pen, et pas pour se refermer sur soi-même. Attention, nous on veut pas des frontières pour se refermer sur soi-même, on veut des frontières parce que la France l'a toujours fait, pour partir à la conquête du monde, parce que notre message, il mérite d'être entendu sur la terre entière. Sébastien Chenu, est-ce que la djellaba est un uniforme et ce nouvel uniforme d'une armée d'occupation? Je sais, ce sont les propos d'Éric Zemmour. Donc moi je ne commente pas les propos d'Éric Zemmour. Il a le droit de les dire. Il a le droit de les dire. Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. Je vous demande de je me veux dire parler ce que du je pense. fond. Que l'assimilation républicaine, elle passe par une volonté. Que dans cette volonté, il y a, selon la grande tradition, à Rome, on s'habille comme les Romains. Est un nouvel uniforme d'une armée d'occupation? Oui ou non? Il y a des propos excessifs dans ce que dit Éric Zemmour. Et vous approuvez ou vous n'approuvez pas? Je n'approuve pas cette phrase parce que derrière, il y a l'idée d'un grand remplacement. Or, moi, je ne crois pas à la théorie du grand remplacement. En revanche, si le fait de dire que le fait de porter la djellaba est un manquement à une volonté d'assimilation, c'est une évidence que lorsqu'on est à Rome, on s'habille comme les Romains et que grosso modo... Si l'on porte une djellaba, ça veut dire qu'on ne s'assimile pas. Ça veut dire il n'y a pas une volonté d'assimilation. Ça veut dire qu'on est anti-français, quoi. J'ai pas dit anti-français. Un terroriste en puissance, quoi. Mais pourquoi ces amalgames? Vous faites des amalgames. Parce que... Moi, je ne fais pas d'amalgame. Je ne comprends pas.
C'est un uniforme, donc. Non, ça veut dire que c'est quand même une façon. C'est une façon de rappeler qu'on a envie de continuer à s'habiller comme on pouvait s'habiller au pays. Voilà, c'est ça la djellaba. C'est continuer à s'habiller. Alors, disons que ce n'est pas la volonté. Une djellaba, ça vous choque? Je ne dis pas que je suis choqué. Je dis que ce n'est pas une volonté d'assimilation manifeste. Ça me semble être basique de dire ça. Il n'y a pas de volonté manifeste. Maintenant, vous savez, moi je suis très libre. Chacun s'habille comme il veut. L'important, ce sont les actes. Nous avons des compatriotes de confession musulmane qui n'acceptent plus tous ces amalgames d'ailleurs qui sont faits et qui eux-mêmes se lèvent et se dressent, et j'aimerais qu'on les entende parce qu'ils sont nombreux sur le terrain mais fort peu nombreux dans leur représentation dite officielle et institutionnelle, qu'on les entende nous dire qu'ils se battent avec nous contre l'islam politique. Merci Sébastien Chenu d'être venu nous voir ce matin. Merci, M. Bourdin. Merci, il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.